Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par de nombreux événements importants pour les marchés. Le principal d'entre eux, on en a beaucoup parlé tout au long de la semaine, ce sont les mesures décidées, prises par la Chine, annoncées par la Chine en début de semaine, des mesures relativement nombreuses qui concernent à la fois, cette fois-ci, ça y est, enfin, la confirmation de la baisse des taux de crédit immobilier pour les emprunteurs immobiliers qui ont déjà un crédit immobilier en cours et pour ceux qui vont aussi faire de nouveaux crédits, mais aussi ceux qui ont déjà un crédit en cours, qui est donc une mesure très importante dans la mesure où le marché du crédit immobilier aux États-Unis, du refinancement immobilier, est un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars et donc a baissé de 50 points de base, ce qui est le taux décidé par les autorités en Chine, eh bien, ça veut dire que vous libérez très rapidement des dizaines de milliards de capacité de pouvoir d'achat supplémentaire chez les emprunteurs chinois. Donc, grosse mesure qui a été décidée par la Chine et accompagnée de nombreuses autres mesures. Abaissement des ratios prudentiels pour les banques, notamment, ce qui leur permet, là aussi, il y a de 50 points de base, donc ce qui leur permet d'avoir plus de souplesse, plus de liquidité, plus de marge de manœuvre par rapport au crédit, que ce soit aux entreprises ou aux ménages. On a également vu des mesures prises pour soutenir le marché action sur une enveloppe d'à peu près 110 milliards de dollars sur différentes mesures pour améliorer la liquidité et par exemple des mesures qui favorisent les rachats d'actions par les entreprises chinoises. Des mesures qui permettent à des fonds d'État également d'emprunter pour aller acheter des actions chinoises. Donc on voit des mesures qui ont été faites pour dynamiser, pour soutenir le marché action chinois. Et ça, on voit bien que la réaction a été forte sur les marchés chinois. De très gros rebonds ont été observés sur l'ensemble des places asiatiques et donc places chinoises surtout, à Hong Kong et sur les marchés domestiques chinois. Ça va aussi bien des valeurs de tourisme que des valeurs technologiques, que des banques. Voilà, enfin, les banques un peu moins parce que de l'aspect crédit, mais surtout l'aspect économie en général, et notamment les indices qui ont beaucoup baissé, le Hang Seng, le Hang Seng Tech, voilà, tous ces indices-là ont très très largement rebondi, signe que enfin les mesures prises par la Chine deviennent visibles, deviennent compréhensibles aussi, et surtout ressemble à des mesures qui peuvent enfin faire un peu bouger les choses d'un point de vue économique. Donc ça réagit aussi beaucoup en Europe, on l'a vu avec le CAC 40 qui a beaucoup apprécié, tous les indices européens ont apprécié, mais le CAC, je vais dire presque plus que les autres dans la mesure où c'est dans lequel on retrouve toutes les valeurs du luxe notamment, et évidemment après les très fortes baisses observées ces derniers mois sur les valeurs du luxe, ces mesures prises par la Chine relancent un espoir par rapport à la consommation, à la demande intérieure en Chine, à la consommation évidemment des produits de luxe, également au tourisme, peut-être plus de tourisme également mondial par les Chinois, et donc évidemment de la capacité peut-être améliorée de consommer des produits de luxe. Donc clairement des effets très positifs sur l'ensemble des places mondiales, surtout en Chine, mais aussi beaucoup sur les indices européens, avec un CAC 40 qui remonte sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis quelques mois, qui a brièvement, au moment où j'enregistre ce podcast, on est vendredi, il est 17h, à peu près 17h30, le CAC 40 qui a fait une incursion au-delà des 7800 points aujourd'hui. Donc ça, c'était la bonne nouvelle de la semaine. Malheureusement, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles cette semaine. Il y a également eu des données concernant la France. Vous avez probablement déjà vu ou lu les informations sur la trajectoire des taux de la France, notamment la trajectoire des taux par rapport aux autres pays européens. Si on prend le taux 10 ans par exemple, et des taux plus courts également comme les taux 5 ans, on a vu plusieurs pays avoir des taux plus bas désormais que la France sur des échéances courtes et même sur des échéances longues. C'est-à-dire qu'on voit que la situation politique, mais surtout la question déficit en France à nouveau inquiète les marchés. Alors c'est un épisode, je veux dire, qui est un peu récurrent depuis le mois de juin, depuis la dissolution. Quand on regarde le début de l'épisode de stress sur les taux français notamment et l'écartement des taux avec l'Allemagne, donc qui permet de mesurer le risque perçu par les investisseurs, eh bien c'est la troisième phase cette fois-ci, à la rentrée de stress que nous avons. Je vous rappelle que la première c'était au moment de la dissolution. On a vu juste après la dissolution le spread avec l'Allemagne, le spread OAT-Bund, donc l'écart de taux avec l'Allemagne s'accroître. C'était un peu retombé ensuite. Puis deuxième accélération, c'était au début du mois d'août, dans ce stress qu'ont connu les places mondiales. C'est un peu retombé ensuite. Et à nouveau, de cette semaine, on est repassé au-delà des 80 points de base de spread, ce qui est un niveau donc, de vigilance très accru, on va dire. Ce n'est pas un niveau de panique non plus. La panique, on commencera à la mesurer au-delà de 100 points de base si nous y allions. Mais c'est un niveau de stress. On a presque retrouvé le niveau de stress équivalent à ce qu'on avait avant le premier tour des législatives à la fin du mois de juin. Donc c'est un niveau très inconfortable. Et surtout, ce qu'on remarque, alors
d'un côté, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe parce qu'il n'y a pas de phénomène de contagion, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les spreads, par exemple, entre les taux italiens et les taux allemands s'écarter. Là, ce serait un risque effectivement d'une crainte plus globale au niveau de la zone euro. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de contagion, mais par contre, justement, le fait qu'on ait vu, par exemple, cette semaine, les écarts de taux se réduire entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, alors que la France, au moment, a son taux à 10 ans qui s'écarte avec l'Allemagne, ça montre que le marché désigne la France comme le maillon faible en ce moment au niveau de l'obligataire en Europe. Et donc, voilà, il y a un stress très spécifique à la France et une méfiance des marchés par rapport à la France qui est en train de s'installer. Le temps, probablement, que des mesures claires soient annoncées, que des mesures passent, soient acceptées surtout, des mesures donc, de réduction de dépenses et probablement de hausse d'impôts. Donc, je pense que les marchés attendent ça, évidemment, pour voir si c'est crédible ou pas, si c'est crédible aussi au niveau de l'Europe, parce qu'on a eu un mois de plus de délai par Bruxelles pour présenter un plan pour les finances, une trajectoire qui est plus acceptable que les 6% de déficit qui sont totalement inacceptables en fait, d'un point de vue des règles européennes. C'est 2 fois l'objectif défini par les règles européennes et c'est une trajectoire qui effectivement peut paraître presque à la limite incontrôlable. 6% de déficit, ça devient absolument énorme. Donc ça inquiète les marchés très clairement et il va falloir très rapidement, du coup là, on est dans une situation, je pense que les responsables politiques ont pris la mesure de ce qui se passait actuellement sur les marchés et vont s'atteler à préparer, à présenter quelque chose, espérons-le en tout cas, quelque chose de visible et de audible également par les marchés, où on comprenne bien que les mesures qui seront prises ne seront pas seulement des mesures cosmétiques, mais des mesures aussi un peu structurelles pour une réduction un peu plus pérenne des dépenses et en tout cas une maîtrise des dépenses et accompagner ça. Il n'y aura probablement pas trop le choix de certaines taxes, de certains impôts en parallèle. Donc ça, c'est un sujet en revanche. Le CAC 40, la bonne nouvelle, c'est que le CAC 40 n'a pas tenu compte de ça cette semaine, vous voyez. Et j'ai envie de dire, heureusement cette semaine qu'il y a eu les annonces chinoises, parce que c'est venu hedger, c'est venu compenser le stress qui est réapparu sur l'obligataire français, qui est un stress important. On se souvient que c'est ce stress-là qui avait fait baisser les marchés actions et qui avait fait baisser le CAC 40, chuter même le CAC 40 juin et juillet. Et c'était bien ces questions d'obligataire, de stress sur la trajectoire budgétaire française, d'instabilité politique, qui faisait peser un risque sur le CAC 40 à l'époque. Donc cette semaine, heureusement que la Chine a annoncé ses mesures, c'était le bon timing par rapport, j'allais dire, au stress qui a réapparu, qui s'est remanifesté, qui a accéléré, on va dire, sur la dette française. C'était le bon moment. Ensuite, autre nouvelle cette semaine, on a eu donc des chiffres. Alors, pour l'Allemagne, toujours très moyen, notamment l'indice d'activité, l'indice IFO, qui est le climat des affaires en Allemagne, toujours donc une situation qui est très inconfortable pour l'Allemagne, avec des soupçons de contraction pour l'économie allemande à ce troisième trimestre. Donc l'Allemagne, on rappelle, n'a fait que ça depuis plusieurs trimestres, quelques trimestres de légère expansion, puis de la contraction, puis légère expansion. Donc on évite pour l'instant une récession un peu marquée, mais on voit que c'est toujours, on oscille autour du zéro en termes de croissance, donc c'est tout sauf appréciable. Là-dessus, évidemment, ça favorise les baisses de taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc la mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour la BCE parce qu'elle pourra baisser de manière plus importante ses taux notamment, et ces baisses de taux finiront par, à un moment donné, faire du bien aussi aux différentes économies européennes, notamment à l'économie allemande. Il y a également une bonne nouvelle pour la BCE, c'est que l'inflation a vraiment très nettement ralenti. On a des chiffres là, qui ont été publiés aujourd'hui, vendredi, pour la France et pour l'Allemagne notamment, avec un très gros ralentissement de l'inflation sur le dernier mois, avec notamment en Espagne une inflation qui retombe à 1,5% et la France aussi sur l'inflation non harmonisée au niveau européen, on est à 1,5% également. Donc vraiment un très net ralentissement de l'inflation, alors qui aussi probablement accompagne en France malheureusement le ralentissement économique, mais c'est évidemment la porte grande ouverte à de nouvelles baisses de taux de la part de la Banque Centrale Européenne, notamment en octobre. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura 25 points de base ou plus. Là pour l'instant, c'est le 25 points de base qui est en train d'être mis en grosse probabilité, mais si effectivement les données, on aura les chiffres d'inflation, je vous en parlais tout à l'heure, mais des chiffres d'inflation pour l'Allemagne la semaine prochaine. Voilà, on verra en fonction de ça, mais il est évident qu'il y aura une baisse de taux de la BCE en octobre. Ça, pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Après, pour l'instant, on ne price pas 50 points de base. Je ne vais pas non plus aller sur des excès, mais disons que la situation là, depuis quelques semaines, les statistiques depuis quelques semaines sont vraiment pas top, et alors que les chiffres d'inflation, eux, montrent là un ralentissement très net. Donc aussi, ce ralentissement de l'inflation peut être provoqué par ce ralentissement économique. C'est à la fois une bonne nouvelle parce que ça a baissé les taux notamment, et on voit d'ailleurs, ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi, que la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne
redynamise le marché du crédit. Alors c'est léger, hein, c'est des progressions qui sont toujours un peu supérieures à 0, qui sont de l'ordre de 0,5-0,6% pour le crédit aux ménages et crédit aux entreprises, mais on a quand même une progression par rapport au mois précédent, donc on voit quand même qu'il y a une petite remise dans le bon sens en tout cas du crédit, c'est-à-dire on est désormais sur une petite expansion progressive du crédit aux ménages et aux entreprises, et surtout on a une belle progression de la masse monétaire, 2,9% pour les derniers chiffres de la progression de la masse monétaire en zone euro. C'est des niveaux de progression qu'on n'avait pas connus depuis plus d'1 an et demi, hein, depuis début 2023. Et sachant qu'on a connu également une phase de contraction de la masse monétaire qui était plus importante en termes d'intensité, pas en termes de durée, mais en termes d'intensité, qui était plus importante que ce qu'on avait connu pendant la crise des subprimes, ce qui montre bien à quel point la BCE a durci la politique monétaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, désormais, la page est tournée et on repart depuis plusieurs mois sur l'expansion de la masse monétaire et on voit que ça commence aussi à agir un peu sur le crédit, les taux qui se détendent, plus la masse monétaire. On voit du crédit qui repart un petit peu. Ça, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles, très clairement, pour l'année prochaine. Il y aura une fin d'année qui va être un peu compliquée, ça, je pense que tout le monde en a conscience, sur la partie économique notamment. Mais les baisses de taux pour la BCE, les baisses de taux de la Fed, les mesures prises par la Chine, il semble quand même qu'on s'oriente vers l'année 2025 en termes de croissance pour la zone euro et de certains pays fragiles comme l'Allemagne qui sera quand même un petit peu meilleur. Autre grosse information de cette semaine, alors ce sont les PMI qui ont été publiés en début de semaine, qui ont justement, qui sont eux par contre à mettre du côté des mauvaises nouvelles. On a vu vraiment un décrochage très net de l'activité dans les services en France, tel que mesuré par le PMI Service. On était à des zones d'expansion au mois d'août, alors c'était pleinement l'effet JO, donc à Jeux Olympiques. On était sur un PMI Service de 55 et ce PMI Service il est tombé à peine au-delà de 48. Donc je rappelle que 50, c'est la zone qui sépare l'expansion de la contraction. Et donc on est passé d'un mois à l'autre de 55 à peine plus de 48. Donc c'est vraiment un très gros coup de frein sur l'activité dans les services en France, c'est une contraction. Et sachant également qu'il y a toujours en France, si je ne me trompe pas, une contraction, je suis en train de vérifier au moment où j'enregistre, mais je vérifie le chiffre, mais de mémoire, il y avait également toujours une contraction, voilà, une contraction de l'activité manufacturière. Donc là, on a les deux indices d'activité en France qui désormais sont contractés. Et pour l'Allemagne, c'est à peine, le PMI manufacturier est à peine à 40, donc là ça reste très mauvais pour l'aspect manufacturier en Allemagne. Et le PMI service, il a aussi ralenti au mois d'août, il est toujours un peu au-delà de 50, lui à 50,6 pour l'Allemagne, mais c'est fébrile. Et donc pour la zone euro, ça donne quoi? Ça donne un ensemble, un PMI manufacturier qui est toujours largement contracté et un PMI service qui a ralenti assez nettement, qui était à plus de 52 le mois d'avant et qui est passé à 50,5. Donc tout ceci, c'est du carburant pour les baisses de taux de la BCE. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la macro européenne, mais c'est une bonne nouvelle en revanche pour la poursuite des baisses de taux de la BCE, pour l'accentuation donc je vais dire ça en français, la diminution des coûts du crédit, voilà, donc pour les ménages et pour les entreprises, et donc ça va dynamiser aussi probablement un petit peu les volumes de crédit. Voilà, le tout étant d'éviter de tomber en récession, mais là il y a vraiment un boulevard qui est ouvert pour la Banque Centrale Européenne pour baisser ses taux. Voilà ce qu'on pouvait dire cette partie-là. Alors rapidement un petit point sur la partie américaine. On a eu des chiffres. Alors côté États-Unis, on a toujours, je dis pas une difficulté à lire les chiffres, mais en tout cas les estimations de croissance pour le troisième trimestre qui sont fournies par les banques américaines, soit Goldman Sachs ou autres, ou les modèles de prévision de la Fed elle-même, on est dans des zones de 3%. Donc les signes de ralentissement de l'économie américaine, pour l'instant au troisième trimestre, sur les dernières estimations que l'on a, on est censé avoir une croissance qui est encore très largement résiliente aux États-Unis et dans un contexte où on rappelle que que la Fed a commencé donc à baisser ses taux et de quelle manière, avec une première baisse de 50 points de base. On a donc désormais, on va le rappeler, un marché qui estime aujourd'hui que la Fed peut encore baisser de 75 points de base, donc 50 points de base plus 25 points de base, ses taux d'ici la fin d'année. C'est-à-dire que sur les deux réunions, le marché considère que la Fed baissera de 50 points de base. Est-ce que ça, c'est pas trop optimiste de la part du marché? C'est la question qu'on peut se poser en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'on se la posera plus dans un mois si les stats changent, mais aujourd'hui et depuis quelques jours, quand on voit les statistiques qui sont publiées aux États-Unis, par exemple, une d'entre elles qui montre finalement une résilience du marché de l'emploi, ce sont les inscriptions hebdomadaires au chômage. Depuis maintenant plusieurs semaines, on observe à nouveau une décrue des inscriptions hebdomadaires au chômage. On était il y a quelques semaines dans des zones 240 000, 250 000. Les deux dernières semaines ont été dans la zone des 220 000, même un petit peu en dessous. Et donc, si vous regardez un graphique des 7-8 dernières semaines, eh bien, on a vraiment une pente descendante, c'est-à-dire qu'on a
à nouveau un ralentissement des inscriptions au chômage, qui est donc un très bon signe pour le marché de l'emploi. Mais justement, pourquoi on se gratte un peu la tête en observant ça? Parce qu'on rappelle que l'un des plus gros arguments qui a justifié le pivot de la Fed dans sa décision de commencer à baisser les taux, c'était les craintes de la Fed sur l'emploi. Et les dernières statistiques que l'on a, qui sont hebdomadaires, elles nous montrent que, on verra la semaine prochaine parce qu'il y a un rapport sur l'emploi, donc ça ce serait une autre grosse donnée, mais jusqu'à présent en tout cas, les derniers chiffres du chômage aux États-Unis montrent plutôt une décélération des inscriptions au chômage. Et on a eu des chiffres d'inflation PCE aujourd'hui, donc c'est la mesure préférée de la Fed, notamment l'inflation PCE cœur, qui est l'inflation sous-jacente. On a eu un petit rebond de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. On était à 2,6 pendant 2 mois consécutifs. Et là, on a eu un petit rebond à 2,7. Alors, le consensus avait prévu le 2,7, donc ce n'est pas supérieur au consensus. Mais dans la dynamique des 3 derniers mois, il y a d'abord eu une espèce de plancher à 2,6 pendant 2 mois consécutifs. Et là, 3e mois, hop, on repasse à 2,7. Alors, en parlant de ça, l'inflation globale, qui, elle, inclut tout ce qui est alimentation et énergie, elle poursuit son net ralentissement. On était à 2,5 la fois d'avant. Là, on passe à 2,2%. Donc, du côté de l'inflation globale, en incluant l'alimentation et l'énergie, on se rapproche de plus en plus des 2% sur l'inflation PCE. Mais je rappelle que la Fed surveille en particulier l'inflation cœur, donc l'inflation sous-jacente, le PCE cœur. Et de ce côté-là, en revanche, il n'y a pas de progrès. Alors le consensus n'attendait pas de progrès, mais même s'il n'attendait pas de progrès, eh bien effectivement, ces progrès sont c'est en ligne avec le consensus. Donc pour autant, ça soulève quand même des questions. À ce stade-là, en tout cas, et depuis maintenant une dizaine de jours, on a des chiffres américains qui sont plutôt globalement en ligne avec le consensus, voire un peu au-dessus du consensus sur d'autres types de chiffres, des chiffres sur l'activité économique, sur les indices d'activité ou autres. Et donc, ça peut soulever la question des anticipations de marché en termes de baisse de taux. Est-ce que le marché qui estime qu'il y aura 75 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année, est-ce que c'est pas trop important comme anticipation? Est-ce qu'on n'aura pas 25 et 25 finalement? Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. On verra dans les semaines qui arrivent l'état des statistiques. Si elles se dégradent de manière plus visible, il y aura probablement un 50 points de base en plus en novembre. Mais au moment où on enregistre ce podcast et au vu des derniers chiffres publiés sur la dizaine de jours, des 10 derniers jours, eh bien, cette hypothèse du 50 points de base n'est absolument pas garantie pour le mois de novembre, et c'est ce que nous montrent dans les probabilités. C'est 50-50 au niveau des probabilités estimées par le marché actuellement pour la prochaine réunion qui aura lieu donc en novembre, quasiment au moment de l'élection américaine. Voilà ce qu'on pouvait dire. Simplement les petites stats, oui, avant pour être complet quand même sur la partie américaine, on a eu 2 chiffres, qui accompagnait donc les chiffres d'inflation PCE sur la progression des dépenses de consommation et du revenu personnel. Et là, en revanche, c'est plutôt en dessous des attentes. Donc, il y a quand même de ce côté-là, ça par contre, ça alimente la question la question des baisses de taux. Une progression des dépenses moins importante et une progression du revenu moins importante que prévu sur une donnée mensuelle. Ça, en revanche, ça va dans le sens que la Fed n'a pas eu tort de commencer à baisser ses taux. En revanche, le match est quand même assez serré pour savoir s'il y aura 50 points de base ou 25 points de base lors de la réunion de novembre. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette partie macro et des gros éléments qu'il fallait retenir cette semaine. Semaine prochaine, on a un calendrier. Alors, on rappelle que ce sera une semaine de vacances en Chine la semaine prochaine, mais on aura quand même des statistiques chinoises lundi. On aura notamment les PMI d'activité en Chine, manufacturiers et services. Donc, évidemment, rendez-vous important, notamment après l'annonce des mesures. Alors, on a tous conscience que ces PMI n'incluront pas les effets des mesures qui ont été prises là, il y a quelques jours simplement. Mais pour le marché, ça permettra de jauger justement où en est l'activité chinoise au moment où ces mesures ont été prises. Voilà. Et donc, on verra si c'est plus dégradé que prévu ou meilleur que prévu. Si c'est meilleur que prévu, ce sera plutôt un très bon signe. Ça veut dire que non seulement les indices d'activité étaient un peu meilleurs, et qu'en plus les mesures sont venues s'ajouter à ça, là ce sera positif. Si en revanche, on a vraiment des indices qui ne sont pas terribles, ça voudra dire que les autorités chinoises ont aussi eu un peu peur, probablement, et c'est ce qui les a poussés à accélérer ces mesures-là. Donc voilà, ça c'est important pour la psychologie de marché, je dirais. Ça ne remettra pas en cause les mesures, évidemment, mais de savoir un petit peu où en est l'économie, et est-ce que finalement les autorités chinoises commence à avoir un peu peur de la trajectoire économique. Ça, on s'en doute, très probablement que oui, mais c'est ce que nous diront ou nous confirmeront pas les PMI lundi. On a également les chiffres d'inflation en Allemagne, un élément important, même si toutes les cartes sont sur la table là, pour que la BCE baisse encore ses taux. On aura également 2 discours de Jérôme Powell et Christine Lagarde lundi, donc ce lundi. Mardi, ce seront les chiffres finaux, enfin les chiffres, le chiffre global d'inflation en zone euro. On aura également des statistiques américaines importantes. On parlait de l'emploi à l'instant. On aura le chiffre JOLTS aux États-Unis, c'est l'emploi vacant, les emplois disponibles donc aux États-Unis. Mesure importante pour savoir si le marché de l'emploi est tendu ou pas, s'il y a donc un risque pour ce marché de l'emploi ou pas. Si le chiffre JOLTS est meilleur qu'attendu, par exemple, eh bien ça
confortera les statistiques qu'on a vues sur les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ralentissent. Un chiffre JOLTS plus important que prévu signifiera que le marché de l'emploi américain n'est pas si dégradé que ça et que les craintes de la Fed étaient peut-être surfaites par rapport à ce marché de l'emploi. Donc ça, c'est très important, ce chiffre-là, mardi. On aura l'ISM manufacturier, donc un bon indicateur aussi d'activité pour le secteur manufacturier aux États-Unis. Mercredi, on aura les premiers chiffres, enfin, autre chiffre de l'emploi, c'est le chiffre ADP. Et on aura également les minutes. Non, pardon, je ne dis pas une bêtise, je vous dis une bêtise. On aura beaucoup de speakers de la Fed également, plein de speakers de la Fed qui vont s'exprimer, de membres de la Fed donc qui vont s'exprimer mercredi. Jeudi, on aura le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. À nouveau, les inscriptions au chômage, on verra si la bonne tendance se poursuit à la décrue sur les inscriptions au chômage. Gros indicateur jeudi, c'est l'ISM service cette fois-ci aux États-Unis. Les services, c'est la plus grosse partie de l'économie américaine, donc très gros indicateur à suivre. Et vendredi, on finira par le rapport sur l'emploi. Voilà pour ce récap et ces projections pour la semaine prochaine. Excellent week-end à tous et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau podcast. Au revoir.